En Guinée, les violences entre partisans de candidats à la présidentielle ont fait un mort et 80 blessés. C'était à Nzérékoré, une ville du sud-est. En Afrique du Sud sera examinée ce lundi la demande de libération anticipée de l'ancien champion paralympique Oscar Pistorius. Enfin, en Centrafrique, de nombreuses ONG ont été pillées lors de récentes violences dans la capitale. Plus de 200 humanitaires ont dû quitter le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Sika. En Guinée, les violences entre partisans de candidats à la présidentielle ont fait un mort et 80 blessés à Nzérékoré et ont conduit à l'instauration d'un couvre-feu dans cette ville du sud-est, selon des sources administratives locales. Les heurts ont éclaté vendredi après-midi et se sont poursuivis jusque tard samedi entre partisans du président Alpha Condé, candidat de la majorité en campagne pour le scrutin du 11 octobre, et sympathisants de candidats de l'opposition, dont son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo. En raison des violences, le préfet de Nzérékoré, Aboubacar Mbob Kamara, a imposé un couvre-feu de 18h à 6h dans la ville, à compter de dimanche et jusqu'à nouvel ordre. Selon un responsable de la gendarmerie sur place, le commandant Fodé Mohamed Silla, 13 personnes ont été arrêtées en lien avec ces violences et devraient être prochainement présentées à la justice. Il s'agit du deuxième incident de ce type en Guinée depuis l'ouverture de la campagne électorale le 10 septembre. Dans un communiqué publié dimanche, la mission d'observation électorale de l'Union européenne déplore les derniers incidents survenus au cours de la campagne en vue de la présidentielle en Guinée et appelle à un apaisement du climat. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a débuté une visite de 48 heures en Égypte. L'objectif de cette visite est de relancer les relations bilatérales entre les deux pays. Reçus par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, les deux hommes ont abordé plusieurs dossiers, dont certaines crises impliquant les deux pays, notamment la crise libyenne. Reportage. En visite au Caire, le chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi a été reçu ce dimanche par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Cette première visite officielle du président tunisien s'inscrit dans le cadre des concertations politiques entre les deux pays et du suivi des résultats de la haute instance commune tuniso-égyptienne. Dans l'histoire de nos relations, j'ai vu que le dernier président tunisien à visiter l'Égypte, c'était il y a un demi-siècle. Et je suis navré parce que les relations entre nos deux pays ne méritent pas cela. Les deux hommes ont abordé plusieurs dossiers, dont les affaires régionales, telles que la cause palestinienne, la crise libyenne, syrienne et yéménite. Ils ont notamment insisté sur la nécessité de coordonner les efforts en matière de lutte antiterroriste. Nous avons échangé nos points de vue et nos avis sur de nombreux sujets essentiels que nous avons en commun, régionaux et internationaux. En particulier l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme qui menacent la sécurité nationale de nos deux pays et la stabilité de la région. Nous avons également discuté de l'évolution de la situation en Libye voisine et notre aspiration à ce que nos frères libyens acceptent l'accord de paix adopté par les Nations Unies dans le but de parvenir aux objectifs positifs visés. Lors de cette visite de 48 heures, Béji Caïd Essebsi sera un invité d'honneur des festivités de la commémoration du 6 octobre en Égypte. Cette édition se poursuit en Tunisie où le Premier ministre Habib Essid a confirmé que son pays avait rejoint la coalition internationale conduite par les États-Unis. Une coalition qui lutte contre le groupe djihadiste État islamique en Syrie et en Irak. Mais il faut préciser que cette participation de la Tunisie à la coalition internationale se limitera essentiellement, ou du moins pour l'instant, à un échange de renseignements. Les détails. La Tunisie participe à la coalition internationale qui lutte contre le groupe djihadiste État islamique en Syrie et en Irak. À en croire le Premier ministre Habib Essid qui a confirmé l'information, il s'agira pour la Tunisie d'obtenir tous les renseignements qui pourraient être profitables à la guerre contre le terrorisme en Tunisie.
Quant à la possibilité d'une participation militaire de la Tunisie dans le cadre de cette coalition, le Premier ministre resté évasif sur la question a néanmoins indiqué que la Tunisie pourrait invoquer l'article 77 de sa constitution si une demande en ce sens lui était adressée. Cet article donne au président de la République le pouvoir d'envoyer des forces à l'étranger en accord avec le Parlement et le gouvernement. L'annonce de la participation de la Tunisie à cette coalition contre les djihadistes du groupe État islamique intervient alors que le pays fait face à la montée d'une mouvance djihadiste extrémiste. En 2015, 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique ont tué 59 touristes étrangers en Tunisie, 21 au musée du Bardo à Tunis en mars et 38 dans un hôtel près de Sousse en juin. Visite ce week-end du président nigérian Muhammadu Buhari aux blessés de l'explosion qui a fait vendredi au moins 18 morts et 41 blessés dans la périphérie de la capitale Abuja. Lors de sa visite aux rescapés qui sont soignés au service de traumatologie du National Hospital, le président Buhari leur a souhaité un rétablissement prompt et complet. Il les a rassurés que le gouvernement se chargerait de régler les frais médicaux, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la présidence, Femi Adesina, signalant que, depuis la prise de fonction du président Buhari le 29 mai, l'armée nigériane a fait état de nombreux succès contre le groupe Boko Haram, affilié à l'organisation terroriste État islamique. Attentat suicide ce dimanche à Difa, dans le sud-est du Niger. Le bilan des attaques fait état de 6 personnes tuées. Parmi elles, un gendarme et 5 civils à l'origine de ces attaques des kamikazes du groupe islamiste Boko Haram. L'attaque a également fait quelques blessés légers qui ont été admis à l'hôpital. Notons que, depuis 2 semaines, le sud-est du Niger est confronté à une recrudescence des raids des insurgés du groupe islamiste Boko Haram. Et puis en République centrafricaine, de nombreuses ONG humanitaires ont été pillées lors des récentes violences dans la capitale Bangui. Un climat d'insécurité qui a obligé plus de 200 humanitaires à quitter le pays. Mais ces départs, selon des responsables humanitaires de l'ONU, ne sont que temporaires. Pendant ce temps, des groupes armés empêchent les humanitaires, toujours en place, d'accéder à plus de 42 000 hommes, femmes et enfants déplacés qui ont fui les violences à Bangui. Des situations que dénoncent les responsables des opérations humanitaires de l'ONU. Ces derniers se disent extrêmement inquiets des récentes violences qui ont conduit, selon eux, un très grave revers dans la République centrafricaine et la communauté internationale. Suivons ici les explications de Aurélien Agbenouchi. Il est le coordonnateur humanitaire de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons plusieurs travailleurs humanitaires, un peu plus de 200, qui ont quitté le pays. Heureusement, j'ai pu m'adresser à eux pour leur dire que c'est un départ qui doit être considéré comme un départ temporaire et plusieurs ont donné l'assurance de revenir. C'est un appel aussi que je lance à ceux qui sont engagés dans ces mouvements pour qu'on puisse laisser les humanitaires circuler. Les humanitaires ne sont engagés dans aucune guerre. Ils sont engagés dans la guerre contre la souffrance, contre la misère, contre la maladie et contre les blessures humaines. Alors pour le moment, nous avons une reprise timide, une capacité de circulation de certaines ONG, mais la majorité des ONG ne peut pas encore aller sur les sites. On sait très bien qu'en visant les ONG humanitaires, on crée une situation de chaos. Je ne pense pas que ces gens aient affaire à quelque chose de particulier à reprocher aux ONG. Une autre des raisons, à mon avis, réside dans la pauvreté, l'extrême pauvreté de la population. Je dis toujours que la crise centrafricaine est d'abord une crise de pauvreté. Dans l'Afrique du Sud, où une commission doit examiner ce lundi la demande de libération anticipée de l'ancien champion paralympique Oscar Pistorius, qui avait été bloqué fin août par le ministre de la Justice. Cette demande de libération devait être examinée le 18 septembre, mais la commission sud-africaine des libérations anticipées n'avait finalement pas traité le dossier d'Oscar Pistorius, faute de temps. Si la commission devait accéder à la demande de l'ancien champion, il serait assigné à résidence. Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison le 21 octobre 2014 et immédiatement incarcéré pour homicide involontaire sur sa petite amie Riva Steenkamp, abattue chez lui le jour de la Saint-Valentin 2013. En outre, son procès en appel se tiendra le 3 novembre devant la Cour suprême d'appel qui veut modifier le verdict et condamner éventuellement Pistorius à une peine plus lourde ou décider de renvoyer le procès
en première instance. Et puis la médecine ouvre ce lundi la saison des prix Nobel qui honore chaque année chercheurs, écrivains et artisans de la paix. En médecine et physiologie, le nom du Suédois Svante Pääbo revient souvent. Il est un spécialiste de paléogénétique, l'étude de l'ADN de nos lointains ancêtres. D'autres généticiens sont également dans la course, comme l'américain Jeffrey Gordon, qui a étudié le génome de notre système microbien, ou encore la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, avec leurs techniques prometteuses de modification du génome. Le psychiatre américain Karl Deisseroff, qui a réussi à éteindre et allumer des cellules du cerveau, fait également partie des favoris. Et puis, sans transition, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des journaux. Mesdames, Messieurs, la revue de presse. Et puis, nous recevons notre confrère Joël Yetondi. Bonjour. Bonjour Joannès et bonjour à tous. Avec vous, on démarre par la Guinée-Conakry. À moins d'une semaine de la présidentielle, eh bien, le pays enregistre des scènes de violence. Tout à fait. Jeune Afrique, placade à sa une. Présidentielle en Guinée, 1 mort et 80 blessés dans des violences à Nzerekwe. Média Guinée, affrontement à Nzerekwe, 13 personnes déjà arrêtées. Guinée matin, violence préélectorale en Guinée qui, pour protéger les citoyens, s'inquiète. Le site d'information Guinée, Guinée-Conakry Info se veut rassurant. Le ministre Mohamed Sissé veille au grain et rappelle à l'ordre. Au Burundi, la stabilité sociale est bien loin d'être un acquis. Oui, le constat, c'est avec Harib. Les affrontements reprennent de plus belle au Burundi. Il y a sous-titre l'horreur au bout de la nuit dans les quartiers du Nord. Que veut bien signifier Iwassou? Africa Times se veut plus explicite. Une quinzaine de civils ont été tués dans des affrontements avec la police. Au Niger, à présent, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, a fait parler de lui à nouveau ce week-end. C'est exact. Niger Diaspora évoque des attentats à la bombe dans la ville de Difa. Niger Express, Difa, cible de Boko Haram. Des attentats kamikazes ont fait 10 morts. Atu Niger signale 2 soldats ont trouvé la mort au cours des attentats et 4 autres blessés. Pour finir avec vous, Joël Yetondi au Bénin, fin de la polémique de l'effectivité de la rentrée ou non ce jour, la rentrée scolaire 2015-2016 évidemment. Ah oui, le titre est plus qu'évocateur à la une de la presse du jour. Année scolaire 2015-2016, vive la rentrée. Un fait politique à la une de la presse du jour. Mobilisation pour la présidentielle 2016, Talon doit assumer son destin de président. Dans le même élan, Cocorico Info, le gratuit béninois, après 3 mois de vacances, la rentrée effective. Présidentielle 2016, Eric Round était célébré à Dougou. Autre info politique, présidentielle 2016, les têtes couronnées du Bénin optent pour Adjabon Sébastien. Le confrère de la matinée présidentielle 2016, le champ de soutien du président Adjabon Sébastien Germain s'élargit et se renforce. Le Haut Conseil des rois du Bénin n'exclut pas un probable choix du candidat. Autre fait, avec 24 heures au Bénin qui nous parle du coup de filet de la brigade économique et financière du pays. Cet trafiquant arrêté avec 105 millions de faux billets, s'il vous plaît. C'était Tazové. Voilà, Joël Yetondi, merci pour cette revue extrêmement riche. Je vous en prie. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. L'information revient sur SICA.